printemps 1988, j'ai rencontré Henri Sigueret lors d'un comptage de chamois dans le parc national des Écrins. À l'époque, le milieu montagnard le surnommait Sig, alpiniste chevronné réussissant la deuxième française de l'Annapurna, enchaînant 14 expés audacieuses dont une majorité en Himalaya. Sig était également chasseur de chamois, forte tête et grand cœur. Les années ont passé et j'ai appris un jour qu'il s'était installé au Népal et qu'il avait eu un enfant avec une Sherpanie. À l'âge où d'autres sont mitoufles dans une retraite douillette, il était parti vivre la vie des Sherpas dans un petit village au pied de l'Everest. 20 ans après notre première rencontre, j'ai eu envie de donner la parole à ce monsieur de 74 ans, aux utopies inoxydables et au regard d'azur. J'ai eu envie de l'écouter parler du Népal, des Sherpas et de sa vie. J'ai surtout eu envie de passer un peu de temps avec lui pour qu'il me raconte comment Sig était devenu Sherpa Sig. Contre-courant, là, ils sont passés à gauche. Si tu veux, moi je suis resté longtemps simple touriste, c'est-à-dire j'allais dans Koumou, les Annapurna, un peu partout, le Lantan, tout. Et au fond, au début, je n'ai pas vu la misère. Je la voyais comme ça, je disais c'est une misère souriante. J'étais un beau salaud en disant ça. Et puis, après j'ai connu Dandy, je suis allé m'installer dans Koumou, dans sa maison. Et Dandy, c'était une famille pauvre. Et là, j'ai découvert la misère profonde. C'est-à-dire celle de mes belles-sœurs, celle de mes beaux-parents. Et ça m'a beaucoup apporté et j'ai beaucoup changé à partir de ce moment-là. Et maintenant, j'ai un autre regard sur le local. La misère, elle est partout. Les enfants qui travaillent, les femmes qui portent, les femmes qui font 14 enfants. J'ai calculé dans le village, par exemple, sur 14 enfants, il y en a un sur deux qui meurt, il y en a 7 qui vivent. Mais les femmes, en attendant, elles font leurs 14 accouchements. Et moi personnellement, je me bats un peu, y compris dans mes livres, pour que les Occidentaux prennent conscience de cette misère, les stupas bouddhiques, etc. C'est aussi cette misère qui a généré d'ailleurs les grands problèmes politiques, c'est-à-dire l'insurrection maoïste. Lui, il a la fossile marteau classique chez nous, si tu veux. Bon, mais regarde tu verras les différentes banderoles, les différents drapeaux. Chaque parti a son emblème. Là aussi, pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas lire. Une grande majorité de gens ne savent pas lire. Alors tu as par exemple, le soleil, c'est un des partis communistes. Il y a un arbre, le rouk, c'est un parti. Chaque parti a son emblème. Et eux, c'est la fossile, le marteau classique. Religieux, au stade moyenâgeux, c'est-à-dire crédulité, etc., etc. Que ce soit l'hindouisme ou le bouddhisme, la religion imprègne tous les moments de la vie. On va au travail, on fait des prières, on sort du travail, on fait des prières. Alors tu vois, ça c'est Zafra. Sa maman s'appelle Damou et elle habite Pamboche. Elle est coulie et bûcheronne. Elle, c'est choquée. Alors elle, il faut s'en méfier. Hein. Sa maman habite Pamboche et son papa, il est mort à la Mada Blanc. Voilà. Lui c'est un dur. On l'appelle le Tché. Le Tché, regarde la tête qu'il a. Il s'appelle Chouang Gyalzen. C'est le fils de mon beau-frère Gurmen et de ma belle-sœur Nima. Lui, c'est Passant. C'est le frère de Choqué. Il est très gentil, mais il vient d'arriver à la maison. Quand son père est mort, on l'a pris. Et lui, c'est le dernier. C'est un dur. Regarde-le, on voit tout de suite que c'est un dur. C'est Nourou Sherpa. C'est le fils de Angfouti, ma belle-sœur, là-bas. C'est notre fils avec Dandy, c'est quand même quelqu'un. Il est en France, mais quand il est là, on est 9.
Quand on est arrivé dans cette maison, on était 3. Danzy, son âme et moi. Et la maison était grande. Il y avait 7 pièces. Et... 3. 3. Et puis un jour, on aidait les gens, on aidait à gauche, on aidait à droite, on aidait des familles. Et j'ai dit à Danzy, mais pourquoi on n'aiderait pas ta famille? Et tout de suite, son visage s'est illuminé parce que elle n'osait pas me le demander. Ça faisait déjà X années qu'on se connaissait, elle n'osait pas me le demander. Alors, on a discuté et on a dit, on va d'abord faire venir la grande là. L'ACPA. Alors, on est allé la chercher à Pambouché, dans le village d'Ankombourg. Elle devait avoir 2 ans et demi. Elle a marché Pambouché, Namché, Loukla, presque tout le temps, 2 ans et demi. Ces enfants, s'ils étaient à Pambouché là-haut, ils vivraient dans une pièce, ils boufferaient des pommes de terre tous les jours. Ils ont tous des carences alimentaires, là où il manque de vitamines, ils ne mangent jamais un fruit. Limite du scorbut, peut-être même le scorbut. Ils avaient tout, quand ils sont arrivés, ils avaient les dents qui se déchaussaient. On voyait la dent, on voyait le niveau de la racine. L'école. Bon, il y a une école, on dit il y a beaucoup d'écoles en Népal, tout, l'école gouvernementale, mais elle n'est pas bonne. Donc, pour eux, ici, c'est comme... Ce lac, Férois, il s'appelle Férois. C'est son chapeau. Mais tous se sont mis à la barque. Et alors les femmes, on voit des femmes là, qui paguent, on voit des gamines de 10 ans qui amènent leurs frères et sœurs à l'école le matin. Il y a des vagues comme ça, le vent souffle, ces gamines elles sont comme ça, et elles et ça va. Un souvenir très net de ça, c'est des éléments forts. Après, fonctionnaire, il passe des concours, il se retrouve à Grenoble. Et c'est là que j'ai abandonné la mer, la possibilité d'aller en mer. J'ai trouvé l'alpinisme à Grenoble. Alors c'est 1950, donc j'ai découvert l'alpinisme et je fais connaissance là avec un jeune, un copain, et on va un peu près pareil. Et on commence à parler alpinisme une saison à Noisan. Et viennent à la carrière régulièrement Serge Coupé, l'alpiniste chambérien, et Pierre Giraud, l'alpiniste grenoblois. Et Serge Coupé nous dit, oh les jeunes, vous grimpez bien, il faut y aller, il faut attaquer. Mais il faut mettre beaucoup de pitons, il ne faut pas avoir peur. Il faut attaquer les voies TD, très difficiles. Et on attaque, il y avait une voie mythique à l'époque, c'est la Madière à Dibona. C'était le test. Et on attaque la Madière, on l'a réussi. Dire, tu sais, mais donc ma période d'escalade intense, et une année, je fais la connaissance de la sœur de Pierre Giraud. Elle est mignonne, elle est vachement mignonne. Tout. Et puis bon, on décide de se marier, tu vois, le grand amour. Mais à l'époque, il n'y a pas les contraceptifs modernes. Alors, quand on se marie, on fait des gosses. Et bon, quand on est sage, quand on est de nature lente, etc., on fait 1, 2 gosses. Mais moi, j'étais une nature fougueuse, j'allais au charbon, je ne laissais pas ma place. Alors, on a fait 3 gosses, et j'étais un petit technicien. Et ces 3 gosses, on les a élevés quand même jusqu'à 17-18 ans. Grand amour, etc. Et puis, comme toute chose, il y a eu une usure, et puis un jour, je suis parti. Et ça a été le début d'un renouveau de l'alpinisme, puisque je me suis remis à grimper. Dans tous les massifs, le Lantang, le Khumbu, les Annapurna, etc., des guides de fête. Ce que j'appelle des guides de fête, ce sont des paysans qui vivent dans la montagne et qui exercent ce métier de guide. C'est-à-dire qu'ils prennent leurs clients au camp de base de l'Anater, au camp de base de l'Amada Blanc, au camp de base du Chouyou, et ils montent leurs clients au sommet. Ce sont des guides, mais bien sûr, ils ne sont pas reconnus par les guides de l'ENSA parce qu'ils n'ont pas acquis tout ce fatras théorique, etc.
Alors les guides de l'ENSA me disent, oh non, ceux-là, on les laisse tomber. Alors moi, je braille, je ne veux pas qu'on les laisse tomber. Hein. Surtout que, là, je vais te parler de l'Annapurna un peu. 1950, j'ai 16 ans. Et j'aime bien la phrase de Ray Buffat, je suis rentré en alpinisme comme on entre en religion. Ça fait sourire les jeunes aujourd'hui. Mais c'était ça, on rentrait en alpinisme. La montagne, c'était tout. Mais moi, j'étais en alpinisme. Et une équipe française, une équipe nationale, des noms mythiques, là, ils arrivent au sommet de l'Annapurna. Ils ramènent un film, ils ramènent des photos, des types dans la neige, sur des glaciers, pas possible. Des lumières fabuleuses, le mec avec des lunettes de soleil, il ramène des mains et des pieds gelés, clic, on leur coupe les trucs, tout. Fabuleux. Et X années plus tard, j'ai 45 ans, un copain, Yves Morin, me dit, on a pensé à toi pour faire partie de l'équipe, tu viens avec nous. J'ai pas hésité une seconde, j'ai dit, je pars avec vous. Je suis arrivé dans mon bureau d'études, j'ai dit à mes salariés, mes petits potes, je pars 2 mois, je vous signe les payes 2 mois d'avance, je vais à l'Annapurna. J'ai les pieds gelés, Belot me regarde, me dit, je t'accompagne. Et alors on part. Aujourd'hui, c'est un grand jour, ils votent. On va savoir. Ça risque de chauffer, il faut aller voter de bonne heure. Tu peux remarquer une chose quand même, c'est le nombre de personnes qui viennent. Et quelle heure est-il? Il est 7h30 du matin et là, ils sont... Enfin, ça défile depuis 6h. C'est-à-dire que vraiment, ces élections, c'est quelque chose d'extrêmement important pour le Népal. Il y a l'espoir pour les gens en place que ça continue, mais il y a surtout l'espoir pour une grande majorité que ça change profondément. Et tu comprends, il ne faut pas oublier que le Népal, par beaucoup d'aspects, c'est un pays moyenâgeux, c'est un pays de féodalité. Il y a des réformes profondes à faire. Si on ne les fait pas, eh bien on court à une 3e révolution. Mais je vois mal les partis traditionnels, non violents, modifier le Népal en profondeur. Ça m'étonnerait beaucoup. Je le souhaite, mais ça m'étonnerait beaucoup. J'ai peur qu'il n'y ait que l'extrême gauche violente, qui se bat pour modifier le Népal. Il y a trop d'intérêt, il y a trop d'habitudes. On est venu ici avec des délégués de l'ONU, etc. Et on aura appris le mot démocratie. Bon. Que la démocratie, c'est pour le type qui n'a rien dans son assiette, c'est un mot, ça n'a aucune valeur, ça n'a aucun sens. Ce que veulent les types, un régime fort qui leur donne de quoi remplir l'assiette, de quoi soigner les enfants. Mais pour eux, c'est souhaitable. La corruption est liée à la misère. Alors, à côté de celle-là, il y a une corruption de hauts fonctionnaires qui, elle, est colossale. C'est-à-dire que sur les budgets apportés par les pays étrangers, il y a 90% qui disparaissent. Mais ça, c'est la faute à qui? La faute à nous, c'est le donneur qui doit contrôler. Alors qu'est-ce qu'on fait? On donne de l'argent de gouvernement en gouvernement. Alors qu'il faut mettre en place, c'est pas la peine de mettre un ingénieur ou un énarque, un bac+2 avec un chantier, son budget, c'est lui qui gère. Il a un bordereau de prix très détaillé, il gère, il n'y aura pas de corruption. Nous, les travaux qu'on fait avec Danzig, on se fait avoir 5%, 8%, jamais plus. Mais jamais 95%. Donc, tout ça, encore une fois, c'est l'Occident qui est fautif. Par myopie, par intérêt, par bêtise. Alors, concierge, j'aurais dû lui sauter dessus le premier jour. Parce que c'était peu élégant, mais on aurait un fils de 18 ans. Alors que là, notre fils, il n'a que 14 ans. Mais son âme, c'est quand même un truc fort. Quand il est né, Danzig, son âme et moi, on ne s'est jamais séparés. On ne s'est jamais séparés 2 heures, plus de 2 heures, même pas 2 heures. Pamboché, on vivait ensemble, dans une pièce. On était allé à Perpignan, ils étaient toujours ensemble.
On est revenu ici, on était toujours ensemble. Maintenant, il a fait jusqu'à la 6e, on était toujours ensemble, on partait toujours ensemble. On l'abandonnait jamais, ce gourde. Sauf pour aller en ville quand il était à l'école. Mais, donc, son âme, il y a quelque chose d'extrêmement... Moi, je l'ai accouché, ce gourde. Il y a quelque chose d'extrêmement fort. Extrêmement fort. Alors, c'est un vide énorme, qui est compensé par Imen. Le progrès, dans le progrès, il y a 1000 saloperies. On a discuté parce que les Sherpas, ils ont un facile. Je fais dans papier, hein. Ouais, papier cul. Ça, je prends. Ça, tu pars sur toi. Moi, je prends que ça. Ça, tu fais sur toi ce soir. Oh, me lo giuta. Io me lo giuta della bruciata. Non, je pars aussi avec ça. Vai a giuta. Tu fais un peu le lit. Elle est neuve, ça m'embête de l'abîmer. Non, tu fais ça. Bon, Tu bien pars chef. avec ça et- Je l'abîmerai un peu, hein. Je fais ça ou pas? Et ça aussi, et puis une doudoune, puis c'est tout. Ça me fait un peu de marcher pendant 2 jours. À 4000, on va pas vite quand même. Monsieur Gibata, je peux vous prêter la clé USB si vous voulez avec le film. Parce que vous profitez pas là. Je vous la prêterai si vous voulez. Elle est sur la télé, comme ça vous pouvez suivre. Avant, il n'y avait aucune loge, il y en avait à Pagdine. Maintenant, Pagdine, c'est un village. Avant, il n'y avait qu'une maison. Maintenant, c'est un vrai village. Et là, tout le long, il y a des nouvelles loges. Le processus classique, avant, c'était... On voit passer des touristes, on achète une bouteille de bière, une bouteille de coca, et quand le deuxième groupe passe, hop, on lui vend une bouteille de bière avec le bénéfice. Et au bout de la 5e pomme, il hérite de sa tante de 50 millions de dollars. C'est le self-made américain. Alors ici, il vend une bouteille de bière, puis il en vend 2, et puis juste quand il vient de vendre la 4e, il fait la connaissance d'un touriste qui lui paye sa loge. C'est souvent comme ça. C'est le self-made man népalais. Là, nous sommes à Namché Bazar. Les Sherpas, ils ne disent pas Namché, ils disent Namché. Ouais, il doit y avoir 4 ans, je sais pas. Là, l'étape est assez longue. Les trekkers, en général, ils font Namché, Tamboché. Et Tamboché, Periché, ou Tamboché, Limboché. Nous, on va essayer d'aller directement à Tamboché. Là, le matin, quand le jour se lève, quand le soleil se lève, Nupsé, c'est pas du tout. La montagne elle-même et les mentalités des gars qui sont au pied, qui tentent l'Everest. Et les moyens utilisés pour le faire. Des échelles dans la cascade de glace, l'oxygène, etc. Et puis quand j'ai démarré les expés, j'étais trop vieux, certainement pour monter à 8008 sans oxygène. Ou alors peut-être monter, mais certainement mourir à la descente. J'ai commencé quand même trop tard. Allez, viens. Pamboché, le village de Pamboché. Le dernier vrai village avant l'Everest. Après, c'était des alpages. Et on domine tout le village. Et alors, on a un point de vue superbe. De la gauche vers la droite, le Nupsé, la grande arête, la longue arête avec des tas de bois possibles, des tas de piliers, des couloirs. Derrière, qui se profile, la grosse dondon de
Sagarmatha, non népalais, Chomolungma, non tibétain, Everest, non occidental. Et puis le Lhotse, la masse du Lhotse, Char Est, parce qu'il y a 3 Lhotse. Alors là, c'est le vrai village de Pamboche. Et c'est là qu'il y avait l'île. Et là, moi, je suis très content parce qu'elle a repris le dessus. Et c'est elle qui dirige les eaux, vous voyez, c'est elle qui... Là, elle est costaud, hein. C'est pas facile. Hein. C'est ma belle-mère, et je trouve qu'elle est très représentative du monde Sherpa tel qu'il était avant. Une vie de souffrance, une vie de travail dur, une vie de maladie. 12 grossesses, 12 accouchements. Alors les gens ils me regardaient, je suis un peu timide comme lui. Parce qu'on ne se donne pas à parler à moi chez nous. Alors lui, il nous donnait parler à moi, c'est un peu... En fait, j'ai arrêté les expés fin des années 1980 et je décide de faire des trekking. Et mes Sherpas me disent, tu viens dans notre village, ça faisait déjà 15 ans qu'ils me disaient, tu viens dans notre village. Et donc on prépare un trek dans le Kumbu. Et alors on arrive à Lukla, on était 17, et il y avait l'équipe de le staff autour du Sardar. Et il y avait Danzi, et puis il y avait d'autres Sherpani. Ouais, il faut quand même signaler une chose, c'est que Danzi, elle avait un vocabulaire de népali de 100 mots. Moi j'avais un vocabulaire de népali de 150 mots. Et je ne parlais pas un mot de Sherpa, et elle ne parlait pas un mot de français. Et on arrivait à s'entendre et à communiquer quand même. Hein? Et je pense que 2 personnes qui n'ont pas de vocabulaire commun, ils arrivent à, comment dire, grâce aux ambiances, à se comprendre. Ouais, on se confond. Ouais. Bon, et toujours est-il qu'au bout de... Quand moi je ne confondais pas, tu vois, des cuillères, fourchettes, tout ça, lui il m'écrit sur un bout de papier et des dessins de cuillères, des dessins de fourchettes. Bon, ça s'appelle quoi? L'école de Pamboche, là. Et alors, il y a un petit côté critiquable, c'est qu'ils n'ont trouvé que ce terrain, qui est admirable pour nous, parce que la vue est splendide, mais pour les gosses qui habitent Kisang, etc., c'est quand même une demi-heure, 3/4 d'heure de marche. Les enfants, ils viennent de Dingboché. Il y en a qui viennent de Dingboche, c'est-à-dire... Ceux qu'on avait vus là-bas, ils viennent de Dingboché. C'est-à-dire pour eux, 2h30 de marche. Ah, j'avais une belle vie quand même. C'était une vie très dure. Je vivais comme eux, je mangeais comme eux. Yazel, d'autres. Et puis lui, là. L'amour. Yagadoma. Così.